Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, le coronavirus fait son entrée à l'Assemblée. Le député Les Républicains du Haut-Rhin, Jean-Luc Redzer, a été contaminé, tout comme un salarié de la buvette parlementaire et 4 autres membres du personnel qui sont en cours de dépistage. Comment le Palais Bourbon a géré cette situation? Coup de chance, l'hémicycle est vide pour cause de trêve électorale et pour autant, beaucoup de questions se posent. On en parle ce soir dans notre grand débat. On parlera aussi de ces plumes du pouvoir avec le journaliste Mickaël Moreau. Dans son dernier livre, il nous raconte les histoires secrètes des grands discours présidentiels, celles de ces hommes de l'ombre qui ont planché des nuits entières à l'Élysée pour satisfaire les exigences de leur patron et trouver les mots justes. Et puis avec lui ce soir, Sylvain Faure, l'ancienne plume d'Emmanuel Macron à l'Élysée, tombe le masque sur ce plateau. Et puis notre grand témoin ce soir est une grande voix de la radio dans le pays et un visage d'LCP. Son émission Rambobina est un succès. Le journaliste Patrick Cohen est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Patrick Cohen, bonsoir. Bonsoir, Mère. Et merci d'être notre grand témoin. On va passer 1 heure ensemble pour commenter l'actualité. On va parler de Rambobina. C'est un carton sur LCP et c'est un succès critique. On en verra quelques extraits. On parlera aussi des plumes présidentielles avec, je le disais, Mickaël Moreau et Sylvain Faure. Mais on commence avec le coronavirus qui a donc gagné l'Assemblée nationale. Bonsoir Bruno Fuchs. Bonsoir. Vous êtes député MoDem du Haut-Rhin, département largement touché par le coronavirus où des mesures exceptionnelles ont été annoncées par le préfet aujourd'hui. 80 cas de contamination, dont votre collègue Les Républicains Jean-Luc Redzer, hospitalisé à Mulhouse. Vous nous direz si vous avez des nouvelles de lui. Astrid Morde, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous représentez les collaborateurs parlementaires, secrétaire générale adjointe de l'UNSA-USCP. Vous nous direz au fond quelles consignes vous avez reçues, si les assistants parlementaires continuent à travailler ici dans l'enceinte du Palais Bourbon. Elsa Mondingava, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à LCP et vous allez évoquer avec nous tous les scénarios possibles à l'Assemblée nationale. Enfin, Alex Taylor, chroniqueur dans cette émission. On va parler du coronavirus dans la presse. Je vous donne la parole dans un instant, mais on commence comme tous les soirs avec celui qui nous plante le décor, avec son ton et son regard. C'est Stéphane, si j'ai bien compris, Stéphane Bakowski, tout de suite. Non mais... Bonsoir Stéphane. Je l'enlève. Il a osé. Je l'enlève, mais c'est pour le moment. Hein. Si j'ai bien compris ce soir. J'ai bien compris, on fait quand même un métier dangereux, Myriam. Voilà, on le savait en choisissant ce métier que ça peut être dangereux. Hein. Quand on court sous les balles dans un pays en guerre, ça peut être dangereux, oui. Quand on fait des enquêtes sur la mafia, oui, ça aussi, ça peut être dangereux. Bon, est-ce que c'en est comme ça, Myriam, nous? Mais pas du tout, on n'a rien à voir avec ce journalisme-là. Nous, on est journalistes à LCP, qui est un endroit hyper sécurisé. C'est-à-dire que quand on rentre à l'Assemblée, c'est pire que dans un aéroport. Une fois qu'on est dans l'enceinte, il y a des gendarmes dans tous les coins avec des gros fusils noirs. Et même nous, là en ce moment, donc on est dans le studio LCP, donc au sous-sol de l'Assemblée, à la profondeur d'un bunker atomique. Donc normalement, il ne peut rien nous arriver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures de sécurité à l'Assemblée, sauf qu'elles sont totalement inutiles pour protéger l'Assemblée du coronavirus. Ah oui, hélas, c'est pas utile contre un virus. Donc c'est là qu'on redevient sérieux, parce qu'il y a eu 2 cas à l'Assemblée. Donc un employé à la buvette qui... l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Et puis surtout, Jean-Luc Redzer, qui lui était un peu plus âgé, qui maintenant est en réanimation à Mulhouse. Donc on a évidemment une pensée, on souhaite vivement qu'il puisse reprendre sa place à l'Assemblée. C'est le siège 75, Jean-Luc Redzer, donc qu'il reprenne sa place avec les autres députés. Et on a évidemment une pensée pour sa famille. On se demande surtout si ce virus va bloquer le fonctionnement du Palais Bourbon. Dans l'immédiat, pas de grosses conséquences, parce qu'il se trouve qu'avec les élections municipales, les députés ne vont pas siéger pendant les 2 semaines à venir. Donc ça réduit un peu mécaniquement le nombre de collaborateurs, d'autres personnels de l'Assemblée. Mais enfin, il reste quand même quelques centaines de personnes de l'Assemblée, dont les équipes de LCP. Et on se retrouve d'une certaine façon au cœur de l'actualité. Voilà, on est au cœur de l'actualité. On a parlé de ça un peu de loin, on l'a vu venir, la Chine, l'Italie, ça se rapproche. On a fait 5-6 émissions avec toujours la même consigne, Myriam, surtout
ne pas céder à la psychose. Alors, en disant ça, ça me rappelle Thomas Porcher qui est venu hier soir, donc dans cette émission, un économiste. Et lui, il était très stressé d'emblée sur le virus. Déjà au maquillage, il y avait une chaîne info qui disait 150 cas supplémentaires. Il est devenu blême, il a fallu soutenir son fond de teint. Donc on était autour de lui, on disait, mais, écoutez, Thomas, soyez raisonnable, vous n'allez quand même pas céder à la psychose. Vous voyez, on l'a moyennement rassuré, même sur le plateau. Ça vous fait sourire? C'est pas du tout ça qui me fait sourire, c'est qu'en fait on a parlé du coronavirus juste avant et qu'elle a toussé, c'est tout. Voilà. Bon, pas de panique. Voilà. Ça n'a rien à voir, pas de panique, elle a un chat dans la gorge. Voilà, j'ai un chat dans la gorge, pas de... Avant de parler de votre... Alors Thomas, on est désolé, parce que quand on vous a dit hier que vous ne risquiez absolument rien à l'Assemblée, on était sincère, parce que à ce moment-là, effectivement, la menace n'apparaissait pas clairement. Donc j'espère que tout va bien si vous nous regardez ce soir. C'est vrai qu'il va falloir prendre peut-être encore plus de précautions. Ah bah oui, venons-en aux précautions. Justement, je voulais vous en parler parce que effectivement, on explique à chaque fois à nos téléspectateurs qu'il y a des consignes très simples pour éviter la contamination. Je le rappelle, pas de poignée de main, pas de bise. C'est marqué dans tous les journaux. Pas de poignée de main, pas de bise. Bon, alors comment ça se passe en coulisses? Regardez comment ça se passe en coulisses dans Ça vous regarde. On a donc là Céline Pigalle, donc directrice de la rédaction de BFM, une des personnes les mieux informées de France, qui vous claque la bise allègrement. Derrière, bim, le pauvre Nicolas Bavray qui n'a rien demandé, qui se fait serrer la main. Enfin, comment on peut donner comme ça des consignes aux gens de ne pas les respecter soi-même? Vous voulez un autre exemple? Regardez, le professeur Saldman, le spécialiste de la lutte contre les infections, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur vous. Une accolade, mais enfin... Bon. J'aurais dû être un peu plus prudente. J'ai mon petit gel hydro, là, comme dit le président. Et voilà, évidemment, je vous souhaite que ces contacts un petit peu trop étroits n'aient pas de conséquences. Et puis, voilà, si toutefois il y avait une suspension carrément de l'activité, je tiens à vous faire valoir le bon côté des choses. Regardez, si on est en vacances, voilà, vous pourrez peut-être partir un peu plus loin parce que, évidemment... les prix sont cassés. Les prix sont cassés en ce moment. Dans les transports aériens. Merci Stéphane. Sans transition et blague à part, Bruno Fuchs, est-ce que vous avez des nouvelles de ce député du Haut-Rhin, de votre département? Pas de la dernière heure, bien sûr, mais je sais qu'il est en situation très difficile. Il combat le virus depuis hier avec beaucoup de force, j'imagine, mais il est en situation... La situation est sérieuse, il est en réanimation à Mulhouse, à l'hôpital? Extrêmement sérieuse. Donc, dans toute l'Alsace et le Haut-Rhin en particulier, il y a un grand mouvement de sympathie et de solidarité pour lui donner toutes les ondes positives pour qu'il puisse arriver à surmonter cette épreuve. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, on a une pensée très, très forte et très émue pour sa famille aussi. Vous êtes surpris, au fond, le virus est en phase de circuler, alors pas exactement en phase 3, mais dans le pays. Il gagne l'Assemblée, vous êtes surpris? Les députés ne sont pas épargnés comme les autres Français? Non, on est au cœur de la vie des citoyens. Vous avez des députés de tous les territoires de France qui viennent ici. Tous les week-ends, ils serrent, je ne sais pas, 500, 1000 mains, ils voient des gens, ils leur parlent. Ils s'embrassent, on le voit, c'est quand même assez... c'est un métier de proximité aussi, une activité de proximité. Le fait qu'il y ait des cas de contamination à l'Assemblée, ça vous inquiète? On sait qu'on sort d'un grand débat sur les retraites où tous les députés étaient quasiment présents. C'est ça, on voit, il y a une grande proximité. Quand vous travaillez en commission, vous êtes vraiment encore plus fortement proche que sur un studio télé. Quand vous allez, on parle de la buvette, qui est un lieu dans lequel on va se restaurer très rapidement, et il y a beaucoup de réunions qui se font là également. C'est un sorte de lieu de rendez-vous. On dit, tiens, on va à la buvette, ça veut dire on se donne rendez-vous et on discute de dossiers. C'est un peu ça le terme générique. Eh bien, vous avez une très grande proximité. Vous avez l'impression que les mesures de précaution étaient suffisantes? Là, vous avez deux cas qui sont apparus, mais il y en a 4 aujourd'hui, personnes qui sont testées actuellement. On aura les résultats assez rapidement. Donc, c'est pas étonnant. Je veux dire, ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas, vu la façon dont le virus circule en France aujourd'hui, qu'il n'y en ait pas à l'Assemblée. Oui, mais l'Assemblée nationale, il y a des consignes qui ont été données. Vous avez l'impression que les bonnes pratiques, les fameux gestes barrières ont été il y a des consignes de données et vous l'avez montré. Les consignes ne sont pas toujours respectées. Moi, depuis lundi, je ne serre la main de personne. D'ailleurs, là, je trouve qu'on est un peu proches les uns des autres. Moi aussi, je trouve qu'on est un peu proches. Ce qu'il faut expliquer aussi... Là, vous n'allez contaminer personne, mais si... En revanche, je peux être contaminé. Vous êtes contaminé. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le fait que l'Assemblée soit fermée depuis hier soir n'a aucun rapport avec le fait qu'il y ait des cas avérés au sein du Palais Bourbon. Quelque part, c'est un coup de chance. Ça s'appelle une trêve électorale pour les municipales. On aurait normalement dû siéger aujourd'hui, demain et dimanche également sur le projet de loi organique des retraites, et il a été débattu plus rapidement
rapidement que prévu. Donc on a terminé hier soir. Mais on aurait pu siéger encore aujourd'hui. Et là, effectivement, il y a une trêve de 2 semaines qui tombe à pic. Mais la question est de savoir maintenant comment les parlementaires vont se comporter sur le terrain. Et s'il faut qu'ils siègent à nouveau, on va y venir après la trêve électorale. On a quand même croisé quelques-uns de vos collègues dans les couloirs du Palais Bourbon. Hélène Bonduel et Héloïse Grégoire leur ont demandé s'ils allaient bien. Il s'agit de ne pas céder à une panique particulière dès lors où les consignes qui ont été données à la fois par les autorités de santé, les consignes qui sont données par la présidence de l'Assemblée nationale sont respectées. Il n'y a pas de problématique particulière. L'Assemblée nationale reste un lieu ouvert. L'Assemblée nationale reste un lieu aujourd'hui où il y a encore des visites. Moi, j'accueillais un groupe ce matin d'enfants dans le cadre du Parlement des enfants. Voilà, précision d'entrée de jeu, les visites de groupe et notamment d'enfants, toutes les visites de groupe ont été annulées pour les semaines à venir au Palais Bourbon. Peut-être une réaction, Patrick Cohen. Ça touche tout le monde, forcément. Le fait que cette crise, elle atteigne aussi les hommes politiques, les élus, la représentation symboliquement. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est pas plus inquiétant pour les Français? Non, je pense que c'est normal que ça, à compter du moment où ça touche tout le monde, ça peut toucher la représentation nationale. Moi, j'ai été frappé dans les premières cartes de l'épidémie par le fait que les grandes villes, les métropoles, soient complètement épargnées. C'était des foyers qui étaient localisés en dehors dans des zones rurales. Oui, la Haute-Savoie, le Haut-Rhin, l'Oise, évidemment, mais les villes ne connaissaient aucune victime. Manifestement, si je puis dire, et sans inquiéter davantage, le virus est entré dans Paris et a fait ses premières victimes, puisque, d'après ce qu'on sait, les contaminations ont bien eu lieu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, du Palais Bourbon, et pas dans les circonscriptions, etc. Alors, pour ce qui concerne Jean-Luc Redzer, peut-être que vous avez des informations, c'est plutôt cette réunion évangélique. On peut effectivement faire des déductions. En février, il y a eu qui aurait été à l'origine. Effectivement, il y a cette réunion de l'église évangélique où il y a plus de 2000 personnes réunies pendant une semaine dans un endroit extrêmement fermé. Et donc, il est fort probable qu'il y ait une grande partie de ces fidèles qui ont été... au moins exposés au risque de contamination. Oui, et certainement... Mais c'est clair qu'il y a déjà des cas dans Paris. Et donc, les 5 premiers cas qu'on a constatés dans le Haut-Rhin sont des cas dans 2 villages qui sont de la circonscription de Jean-Luc Redzer. Donc, il est assez probable, en tout cas, que ce n'est pas un de ses voyages qui a pu le rendre malade, mais plutôt une rencontre avec un de ses fidèles. On va parler de ce qui se passe dans votre département. Une déduction, oui. On va revenir à l'Assemblée. On sait que la présidence suit ça quasiment heure par heure. Il y a eu déjà plusieurs consignes, plusieurs réunions. Expliquez-nous déjà donc, le nombre de cas, Elsa, et quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises? 2 cas avérés, on en a parlé, donc le député du Haut-Rhin, Jean-Luc Redzer, et puis un salarié de la buvette de l'Assemblée. Et puis, il y a 4 autres personnels de l'Assemblée qui sont en cours de dépistage, donc 4 cas suspects. Aujourd'hui, la présidence de l'Assemblée a enchaîné les réunions, un CHSCT exceptionnel, une réunion avec les collaborateurs parlementaires. Et puis, justement, l'ARS, l'Agence régionale de santé, elle est venue pour faire l'enquête épidémiologique, justement déterminer quelle est la cause de la contamination, la chaîne de contamination. La présidence fait des communiqués réguliers pour informer sur la situation. Et les enquêtes épidémiologiques, comme pour tous ceux qui sont contaminés, élus ou pas. Comme tous les autres sites, des notes envoyées à la presse, mais aussi aux députés, appelant à une grande vigilance, par exemple, pour ceux qui ont fréquenté la buvette et un des restaurants les 3, 4 et 5 mars dernier. Donc, on rappelle des restrictions sur la vie sociale et éviter de fréquenter... C'était le 2 mars. Donc on est vraiment pas Allez, arrêtez de raconter ma vie, c'est pas vrai. On fait une réunion d'équipe le 2 mars. J'y suis allée, oui. Bon. Des restrictions donc de la vie sociale, pas de bise, pas de serrage de main, pas de visite aux aînés, par exemple, le contrôle de la température. Et puis, vous l'avez dit, ce matin, ça a un peu étonné. Il y avait encore beaucoup de visites, des groupes de visites à l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est interdit maintenant. Et puis, les collaborateurs vont être amenés à télétravailler pendant cette trêve de 2 semaines. Vous allez nous dire comment ils vont faire. Est-ce que la séance parlementaire, est-ce que l'Assemblée peut rouvrir après les élections? C'est le 23 mars. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Alors déjà, on le rappelle, vous l'avez dit, pendant 2 semaines, l'Assemblée est fermée. Elle n'est pas en quatorzaine, c'est prévu, c'est la trêve des municipales. Ça soulage quand même un petit peu les personnels de dire que pendant 2 semaines, on va pouvoir désinfecter les lieux. Pour l'instant, pour l'heure, il n'est pas question de reporter la réouverture de l'Assemblée le 23 mars, mais je sais que dans d'autres pays, on peut se poser la question. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a une hypothèse, c'est de fermer le Parlement. On sait que les députés rencontrent... Westminster fermé ?
Exactement, il a un peu l'habitude, il a déjà prorogé le Parlement pendant quelques mois l'année dernière. Eux sont peut-être plus habitués. Mais la décision n'est pas prise encore. Non, la décision n'est pas prise du tout, mais c'est vrai que les députés, on peut dire que c'est des super vecteurs, ils rencontrent énormément de monde sur le terrain, ils viennent de partout en France, et donc effectivement, ça peut favoriser la propagation du virus. Et puis, une dernière information, on a appelé l'historien de l'Assemblée, Bruno Fulini, pour savoir s'il y avait déjà eu des précédents. Alors, dans son souvenir, il n'y en a pas, mais je vous rappelle qu'il y a déjà un député en 1919 qui est décédé de la grippe espagnole, et puis il y a Casimir Perrier, avec des millions de Français. Voilà, comme des millions de Français. Et puis Casimir Perrier, le président du Conseil, lui, il est décédé du choléra. Le choléra, il l'avait attrapé lors d'une visite à l'Hôtel-Dieu. Il visitait les malades à ce moment-là. Il avait d'ailleurs eu un pressentiment avant de rentrer. Il ne voulait plus rentrer dans la salle. Il est décédé à ce moment-là. Alors, je vous parle de choléra, de grippe espagnole. C'est pas pour inquiéter tout le monde. C'était bien sûr il y a longtemps. La médecine a depuis fait énormément de progrès. Merci Elsa. Patrick Cohen, sans vous demander forcément. Non, la grippe espagnole, c'était a évolué en H1N1. Hein. C'est pas si loin. Le virus existe encore, même s'il a muté et s'il est moins virulent qu'il l'était en 1918-1919. Mais voilà, il y a encore une actualité des virus et des bactéries. On est dans un moment un peu spécial où on nous dit qu'on est au fond sur le seuil du fameux stade 3, où le virus circulera dans tout le pays. Et au fond, ce que disent les pouvoirs publics, c'est d'écouter les médecins, les scientifiques et d'en faire appel à la raison, ce qui parfois est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit mesures barrières, mais tout ce qui est mesures drastiques de fermeture, alors qu'on voit qu'en Italie, c'est toutes les écoles du pays qui sont fermées, ne serait plus utile. Est-ce que vous pensez que les Français sont capables de comprendre cela ? Je sais pas, c'est un équilibre à trouver. Quand même. Les Français. Ils sont plus intelligents que les autres ? Non, c'est un équilibre à trouver. Moi, j'ai été évidemment frappé, comme vous tous, sans doute, par les premiers sondages qui montraient à la fois l'inquiétude des Français et surtout leur incrédulité face au discours public et au discours du gouvernement, comme des autorités de santé d'ailleurs, puisqu'il y avait un grand nombre de Français qui disaient que le gouvernement leur cacher des choses. C'était un premier sondage BFM. Il y avait près de la moitié des Français, je crois. Je me souviens plus du chiffre exactement. Donc, il y aura des conséquences sur les élections municipales, déjà, de l'abstention Ça, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Là aussi, il y a eu un autre sondage qui montrait que 75% des gens n'avaient pas peur d'aller dans un bureau de vote. Honnêtement, je crois pas. 5% de gens qui n'iraient pas voter, ça fait une petite... Non, 75%, c'est au-dessus de la participation habituelle à une élection. Donc 75% sont près à aller voter. Voilà, 75% disent qu'ils n'ont pas peur d'aller dans un bureau de vote. Donc si les 75% y vont, on est au-dessus des taux de participation habituels maintenant pour les dernières élections. Je pense qu'il faut prendre des mesures très très précises, comme on l'a fait dans le Haut-Rhin, avec un taux de propagation extrêmement élevé par rapport au reste de la France, mais que la clé de résolution à long terme, parce que c'est une épidémie qui peut durer 4, 5, 8 semaines, on ne le sait pas, donc on ne peut pas arrêter la France comme ça. La clé, c'est quand même que chaque Français se responsabilise et justement respecte les mesures de protection, soit pour ne pas véhiculer, inoculer quelqu'un s'il est aujourd'hui porteur, soit l'inverse. Donc c'est ça la clé. Et si on va faire un commentaire un peu plus politique, je voulais vraiment remercier aujourd'hui ou féliciter la responsabilité de l'ensemble des partis politiques. On n'est pas dans une crise qui est à politiser. Et vous voyez, l'ensemble des partis... Vous trouvez qu'il y a une forme d'unité nationale ? Oui, là-dessus, bien sûr. L'ensemble de l'échiquier ? À une exception près, c'est le Rassemblement national. Et je trouve ça absolument honteux. On a de l'étranger partout. La France est félicitée par sa qualité par laquelle aujourd'hui elle fait face à cette crise. C'était encore un papier du Courrier international de la semaine dernière qui montre à quel point, on pourrait parler de l'Italie qui est un bon contre-exemple de ce qu'il ne faut pas trop faire. Et le seul parti qui ne joue pas cet élément-là, qui cherche à faire de la politique bas de gamme et politicienne, c'est le Rassemblement national. Et quand on prétend être... Vous dites ça quand ils réclamaient la fermeture des frontières, c'est ça pour vous mais bien sûr, de la grippe espagnole, les frontières étaient quasiment fermées. Ça n'a pas empêché des centaines de milliers de personnes de mourir très, très rapidement. Donc ce n'est pas du tout la solution. Si chacun ne se responsabilise pas, forcément le virus va passer. Et donc quand on prétend être présidente de la République, il faut garder son sang-froid, il faut être calme, il faut gérer les choses calmement
calmement, avec beaucoup d'efficacité. Il ne faut pas, comme ça, prospérer dans un populisme absolument infécond. Donc, voilà. Bien. Ouais. Alors, avant d'en venir à cette question des collaborateurs, parce qu'ils sont aussi nombreux que les députés, hein, forcément, et ça nous intéresse de savoir si vous continuez à travailler ou si, de la même manière, eh bien, une forme de trêve électorale. On va aller rejoindre Pierre Watin. C'est Fanny Daillers qui l'a interrogé par Skype, parce que figurez-vous que c'est un député en quarantaine. Le quotidien, c'est le télétravail, entre l'ordinateur, les mails, le smartphone. Ça n'empêche pas de sortir et il faut surtout éviter au maximum les contacts. Heureusement, ça ne m'empêche pas d'aller à la boulangerie, par exemple, mais il faut être prudent, il faut y aller quand il n'y a personne et puis mettre un masque. Voilà, Pierre Watin en quarantaine, député de l'Oise, et j'accueille Raphaël Legendre. Bonsoir Raphaël, chroniqueur dans cette émission et journaliste économique au Point. Astrid Morne. Alors, vous présentez, pardon, à l'Opinion, pardonnez-moi. Vous représentez... Pour vérifier que tout va bien. Ça y est, ça va être ma fête, j'en ai peur. Vous représentez donc les collaborateurs parlementaires. Comment ça se passe pour vous? Apparemment, vous sortez à peine d'une réunion au Palais Bourbon avec le cabinet du président. Tout à fait, avec le cabinet du président et la questure qui s'occupe de l'aspect matériel en fait, de la vie de l'Assemblée nationale. On vit les choses avec inquiétude, mais on n'a pas encore de panique. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été prises, des mesures qui ont été prises très rapidement. Une information qui circule aussi très bien depuis le début de la crise, avec des courriers assez fréquents, et puis les syndicats sont contactés aussi souvent. Pour bien comprendre, vous continuez à travailler à l'Assemblée? Vous choisissez le télétravail, ou parce que c'est la trêve électorale, au fond, même les collaborateurs se mettent un peu en suspens? Alors pendant les trêves parlementaires, on continue à travailler habituellement. En circonscription, à Paris et à Paris aussi, parce qu'il y a des choses à préparer, il y a des dossiers à travailler. Alors il y a eu une première indication où la présidence avait indiqué que le travail n'était pas proscrit. Et maintenant, on en vient à une deuxième phase où le télétravail est davantage envisagé, avec des aspects pratiques qui sont mis en place, avec par exemple un rappel automatique sur nos lignes téléphoniques privées. Donc ça va être grandement facilité. La question était plutôt de savoir si l'Assemblée allait pouvoir donner cet ordre-là, ou s'il fallait faire les choses de gré à gré, puisque nous sommes employés individuellement par chaque... Oui, il faut rappeler que c'est des contrats de droit privé. Les Français l'ont découvert à la faveur de l'affaire Fillon. Dernière question, vous avez pu discuter avec les collaborateurs de ce député du Haut-Rhin, Jean-Luc Redser, j'imagine qu'ils soient assez inquiets. Je n'ai pas pu discuter avec eux. J'ai d'autres collègues qui ont en tout cas des informations. Oui, on est tous évidemment un petit peu inquiets, sachant qu'on est dans un bouillon de culture. On a 577 députés qui viennent de 577 endroits différents. Il y a à peu près autant de collaborateurs à l'Assemblée, en circonscription. On est 2000 en tout. Donc on est en contact permanent et c'est un peu compliqué parfois, oui. Patrick Cohen, vous vouliez ajouter un mot sur les assistants parlementaires? Oui, moi je suis très heureux d'entendre des collaborateurs parlementaires, parce que c'est un métier depuis 10 jours dont on discute beaucoup la définition et les moyens. Absolument. Au procès de Pénélope Fillon, alors on ne sait pas évidemment si elle a fait un travail qui méritait salaire, mais on a la certitude au vu de ce qui a été examiné pendant le procès que Pénélope Fillon n'avait aucune chance, aucun risque d'attraper, elle, le coronavirus dans les conditions dans lesquelles elle travaillait. Donc je me demande si c'est pas une méthode, la méthode Pénélope ne devrait pas être étendue à l'ensemble des collaborateurs parlementaires. Ah là là, il fait un mauvais esprit, Patrick Cohen. Il y a des collaborateurs qui travaillent en circonscription, il y en a qui travaillent à l'Assemblée. Elle travaillait en circonscription. Elle travaillait surtout de chez elle. Voilà, le télétravail. Les gens avancent sur le télétravail. Et sans mettre les pieds au Palais Bourbon, puisqu'elle n'avait pas de badge. Alors avant de clore ce chapitre sur le coronavirus, il y a des collaborateurs qui travaillent avec passion quand même. Je le sais bien, c'était une... On va rappeler ce qu'a dit le président de la République. On n'a pas le temps de l'écouter, mais au-delà des gestes barrières, la mesure supplémentaire du jour, il était en déplacement dans une maison de retraite, dans un EHPAD, c'est au fond de protéger nos aînés. C'est sa formule, et donc éviter au maximum le contact avec les personnes âgées qui sont plus fragiles. Alex Taylor, que nous raconte la presse européenne?
complètement monopolisé par ce thème-là? Complètement. L'Europe, par rapport à la semaine dernière où c'était un peu léger, commence complètement à flipper avec de nouveaux cas d'infection partout et les premiers décès dans certains pays. Par exemple, les Pays-Bas ce matin, premier mort, un homme de 86 ans à Rotterdam. Premier cas au Vatican signalé ce matin. Le bilan ne cesse d'augmenter en Belgique. 50 nouveaux cas détectés, 109 en tout contaminés. Avec un papier assez terrible sur un entrepreneur de Liège contaminé, cantonné à domicile à la famille qui fait face à une campagne de dénigrement. Je cite Le Soir de Bruxelles. Les crécelles des pestiférés du Moyen-Âge s'agitent sur les réseaux sociaux. En Espagne, on s'en prend à l'origine de la maladie. Tous ces humains, suivez mon regard, qui mangent des animaux sauvages sans contrôle. Incroyable cette image. Voilà, une véritable poudrière pour la santé humaine. Puis une polémique sur une église espagnole qui maintient le culte. Car, dit le prêtre, il faut extérioriser l'amour. Après tout, je cite, les chrétiens des temps anciens devaient faire face, eux, à la lèpre et à la peste. Alors, au niveau politique, en Europe ? Alors, il y a tout. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais Angela Merkel ne s'attendait pas à ce que son ministre de l'Intérieur, prenne à la lettre les consignes. Regardez, ben voilà, donc même Angela Merkel, la chancelière, voilà, très bien. C'est la rigueur allemande. De toute façon, les Allemands sont très obsédés par les histoires de santé en ce moment, parce que la vaccination contre la rougeole devient, votée par le Parlement, obligatoire cette semaine. Est-ce que vous savez comment dire obligation de vaccination en allemand? Non. 72 lettres. Très long. Non. Non, je ne suis pas germaniste. Alors, c'est Impfpflicht. Alors, ce qui déjà multiplie par 100 l'occasion de propager tous les virus sur la Terre. Puis, Boris Johnson, mon préféré, comme vous le savez, a fait une conférence de presse, soi-disant pour rassurer les gens. Apparemment, regardez cet extrait, les bras m'en tombent. Je serre les mains tout le temps. Je me suis rendu à un hôpital avec des malades du coronavirus et j'ai serré la main à tout le monde. Et je continue à le faire. C'est à chacun de se décider. Alors là, vous avez rendu encore plus gentiment avec la voix off parce que c'est beaucoup plus hésitant et farfelu en VO. La reine, en tout cas, prend des mesures beaucoup plus responsables. Vous allez voir, quand elle anoblit des gens, des gants nettement plus longs que d'habitude. Et puis enfin, hier est paru dans le Télégraphe l'article qu'on attendait tous. Vous savez, le Télégraphe, ce grand pitbull pro-Brexit, et qui dit que la propagation du coronavirus est la faute à, et oui, vous avez compris, l'Union européenne. Voilà. Et ben voilà, c'est QFD. Alors, j'ai cherché un peu d'humour quand même, parce qu'il y a certains journaux qui essaient de calmer la panique. Les Belges ont gardé l'humour dans un supermarché belge. Regardez, vous avez des offres sur les bières, 2 bières Corona achetées, et vous avez gratuite l'autre bière belge très connue, la mort subite. Ah oui, oh là là, ils sont forts les Belges. Et une initiative, pour finir, très sympathique qui se passe en Lombardie, en Italie, le pays de loin le plus touché en Europe. C'est une poète qui a commencé à mettre des post-it partout, donc les gens le font. Ne vous inquiétez pas, tout ira mieux bientôt. Donc je trouve c'est très sympathique pour rassurer les gens. C'est partout en Lombardie en ce moment, des petits post-it, les gens se mettent sur les arbres, sur les fenêtres. Tout ira bientôt mieux. On dit comment on dit en italien, ça fait comment? C'est tutto bene. Tutto bene in poco tempo. Merci Alex. On va terminer avec vous, Raphaël. J'en ai un mot qui inquiète en économie. Oui, je vais casser un peu l'ambiance italienne. Voilà, en période de crise, c'est le mot de récession. Est-ce que les conséquences économiques peuvent aller jusque-là? Bien sûr. C'est la grande question du moment. Est-ce que l'Europe et la France vont entrer en récession à cause de la crise du coronavirus? Alors, on va d'abord définir ce qu'est une récession. En économie, c'est 2 trimestres consécutifs de recul du PIB. Or, il se trouve qu'on a déjà fait la moitié du chemin, puisqu'au 4e trimestre 2019, le PIB français a reculé de 0,1%. Donc, si l'économie recule au premier trimestre 2020, nous entrerons officiellement en récession dès le mois prochain. On attendait 0,3% de croissance au premier trimestre. Le seul arrêt de la Chine et des importations de la Chine qui ont chuté de 40% en ce début d'année suffirait, selon certains économistes, à faire basculer la France dans le rouge
au premier trimestre, avec un impact de 0,5%, 0,5 moins 0,3. On est en récession dès le mois d'avril. Hausse le sourcil. Ah oui, non, je pensais pas qu'il y avait autant d'impact sur les importations chinoises. Ça coûte 0,5 points de PIB. Ça coûterait 0,5 points de PIB au premier trimestre, effectivement. Et ça donne l'ampleur de l'importance de la Chine qu'a pris la Chine dans les échanges mondiaux. Ça, c'est beaucoup trop optimiste. Alors, donc, si on doit se soucier bien évidemment de la crise sanitaire, eh bien l'une des premières victimes, c'est l'économie. On commence à le voir en France aujourd'hui. Vous avez 400 entreprises qui ont d'ores et déjà fait des demandes de chômage partiel. L'hôtellerie, certains secteurs sont plus touchés que d'autres, évidemment. Tout ce qui touche au tourisme, puisque les touristes asiatiques ne viennent plus. Les touristes français aussi en France se déplacent de moins en moins. C'est moins 20% d'impact sur le chiffre d'affaires du secteur de l'hôtellerie dans les zones les plus touchées. C'est très important. L'événementiel, évidemment, on a parlé de beaucoup de suppression de salons professionnels. Hier encore, le maire de Cannes appelait à des aides substantielles. Aujourd'hui, je devais animer 2 conférences et 2 se sont annulées aujourd'hui. Aussi. Et on parle des grands salons professionnels, mais vous avez aussi tous les petits salons, les petites réunions, etc. C'est 350 000 emplois en France, le secteur des petits séminaires. Dans l'aérien, on parle là au niveau mondial d'une perte de plus de 100 milliards de dollars cette année. Enfin, vous voyez, ces chiffres sont absolument colossaux. On peut rajouter des pertes de 12 milliards dans le luxe, 1 milliard pour les vins et spiritueux en France et les exportations vers la Chine. Donc, on a un choc de demande extrêmement important. Et ce qui est très inquiétant, c'est que suite à ce choc de demande, on risque d'avoir ce qu'on appelle un choc d'offres, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir d'ici 15 jours, 3 semaines, des pénuries sur les pièces détachées, pour faire court, qu'on peut importer notamment de Chine. Il y a un petit décalage par rapport au blocage de la Chine parce que il faut entre 15 jours et 1 mois pour les porte-containers pour arriver en Europe. Ils délivrent en général entre 15 jours et 1 mois de stock. Et donc ça, on l'aura au mois d'avril. Ce sera et donc les mauvaises la deuxième lame, si je puis dire. Donc ce sera effectivement... Beaucoup. Ça risque d'être très dangereux. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous parler à la fois de cette crise à l'Assemblée, dans le pays et en Europe. Vous restez avec nous, Patrick Cohen, parce qu'on va parler un petit peu de vous à présent, et notamment de votre actualité et de Rambobina, ce rendez-vous désormais installé sur LCP. Petit best-of, regardez. Bonjour à tous, bienvenue à Rambobina, l'émission qui s'amuse à jouer dans les archives de l'INA. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Anne Sinclair. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour Patrick. Bonjour Bertrand Delanoë. Bonjour. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour Patrick. Anna Karina, à 26 ans, vous étiez déjà une actrice très demandée. Deville, Vadim, Rivette et bien sûr Jean-Luc Godard qui vous avait révélé, vous étiez la Marianne de Pierrot le Fou avec Belmondo. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Mais quel casting! Impressionnant. Oui, mais les gens ont plaisir à revenir pour commenter d'anciennes émissions ou des événements auxquels ils ont participé. Oui. C'était la dernière interview d'Anna Karina, je crois. C'était sûrement l'une de ces dernières. C'était quelques mois, effectivement, avant sa disparition, mais elle était très en forme et très heureuse, surtout de revoir avec nous Anna, cette comédie musicale mythique. Alors, on va commenter ces images de Rambobina, cette émission, mais d'abord, j'accueille nos invités. Bonsoir Sylvain Faure, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Votre parole est rare. Vous êtes l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron en charge de ses discours, son ancienne plume, et des questions de mémoire. Vous supervisez aujourd'hui la collection artistique de François Pinault. Et bonsoir Mickaël Moreau. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de paraître dans toutes les bonnes librairies. Vous êtes journaliste. Les plumes du pouvoir chez Plon, dont on va parler dans quelques minutes. D'abord, Rambobina, je le disais, Patrick Cohen, c'est tout simple le concept. C'est vraiment revisiter les grandes émissions du patrimoine télévisuel grâce à l'INA. Est-ce que vous êtes surpris que ça marche avec ceux qui les ont fait, ces émissions-là? Eh bien, écoutez, on en est très heureux, en tout cas, qu'il y ait autant d'écho et d'accueil. L'idée, c'est pas de moi, hein, c'est Bertrand Delay et Guylaine Chenu à LCP, avec les équipes de l'INA, c'est de proposer, non pas comme ça s'est beaucoup fait ces dernières années, non pas des petits bouts d'archives télévisuelles, mais des émissions complètes
ou aussi complète que possible. Oui, c'est pas les enfants de la télé, c'est ça. Voilà, c'est pas les enfants de la télé, c'est pas le zapping et c'est pas Vidéogag non plus. Vous en avez découvert vous-même des archives? Ah oui, évidemment. Lesquelles? On passe notre temps. Vous connaissez bien l'histoire de la télévision. Oui, mais il y a des choses. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, on a impressionné? passé, il y a quelques temps, le plus vieux document qu'on ait jamais passé dans Rambobina, qui est un document de 1950 ou 1951 sur les téléclubs, qui montrait la façon dont, dans des villages de l'Aisne et de l'Oise, on louait, on achetait des postes de télévision pour se regrouper, comme dans les pièces de cinéma, pour aller voir les télévisions. Et c'est un document assez extraordinaire sur les tout premiers pas de la télévision. Bon, voilà. On a en diffusion très bientôt un match qui, pour tous les amateurs de foot, est resté mythique, qui est un quart de finale retour de la Coupe des Champions. C'est Saint-Étienne-Kiev, où Saint-Étienne a remonté les 3 buts d'écart qui lui permettaient de se qualifier. C'est la fameuse épopée de 76 de l'équipe des Verts mythiques. Et les équipes de l'INA ont réussi à remettre, à refabriquer un programme avec les commentaires de Thierry Roland qui étaient inaudibles depuis 40 ans. Donc ça, on va... Alors, les téléspectateurs pour revoir pour la première fois ce qu'ils avaient vu il y a 40 ans. On sent que vous êtes passionné, il y a un plaisir à revoir ces émissions-là. Qu'est-ce que ça dit aussi de la télévision actuelle? Alors, on ne va pas dire que tout était mieux avant, parce qu'il y a des programmes qu'on revoit et qui nous tombent des yeux. C'est-à-dire que, je dis souvent, on n'a pas de limite dans nos choix. Et c'est vrai qu'on propose de la politique, des variétés, des documentaires, des fictions. Mais vous diriez qu'aujourd'hui, c'est aussi audacieux, etc. aussi créatif qu'avant? Alors, il y a sans doute moins d'audace, mais dans les programmes de la télévision des années 60 et 70, il n'y avait pas de l'audace partout. Donc il y a aussi des choses qu'on ne pourrait pas diffuser. Mais on découvre que l'ORTF, c'est pas forcément corseté et sans provocation. Non, il y avait des très grands créateurs, des très grands réalisateurs et des gens qui osaient. Alors il faut dire aussi que souvent la plus grande créativité passait à des heures ou sur des chaînes qui étaient moins regardées. Enfin, il y avait du temps des débuts de la deuxième chaîne. En deuxième partie sur la deuxième chaîne, c'est beaucoup moins regardé que la première. C'est là que passait Dim Dam Dom, par exemple. On a fait un numéro de Rambobina sur Dim Dam Dom avec tous les grands réalisateurs de cinéma des années 70 sont passés par là. C'est vraiment une pépinière, c'était une mine des trésors, mais c'était quand même dans une case un petit peu confidentielle. Mais il y avait ça. Imaginez vous présenter cette émission dans 20 ans. Vous montrez quoi? Vous montrez quoi? Des pépites de l'audace d'aujourd'hui? Vous montrez quoi? Touche pas à mon poste? Non, dans 20 ans, je continue de montrer le meilleur de la télévision parce que on a du stock. Vous-même, c'était une émission que vous aimez bien, qui mériterait de rester dans l'histoire patrimoine d'une émission d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. C'est compliqué. Je pense qu'il y a quand même quelques grandes fictions qui mériteraient d'être remontrées, qui témoignent de l'époque aussi. Des séries. Des grandes séries télé. Et une émission parle de l'époque. Et une émission sur les émissions de flux. C'est un peu compliqué parce que c'est très lié à l'actualité. Même pas la vôtre, c'est à vous, dans laquelle vous êtes tous les jours? Il faudrait la découper en petits morceaux. Enfin, diffuser 20 ans après une émission d'actualité en entier, c'est... Alors, je le disais, c'était une transition pour dire que vous travaillez à France Télévisions. Vous savez qu'ici, à l'Assemblée, les députés planchent sur la réforme de l'audiovisuel. Oui. Vous attendez quoi de cette réforme? Pas LCP, d'ailleurs. Qui concernera France Télé, la holding, la future holding, avec la radio, Radio France. Vous êtes aussi un homme de radio, c'est une bonne chose, ça? Alors, dans cette loi, il y a beaucoup de dispositions très, très, très techniques qui adaptent le système au numérique, aux plateformes, sur les droits télé, etc. Moi, ce que j'en ai vu, c'est que pour la gouvernance de l'ensemble, ça crée un métier impossible, président de la holding, ou présidente de la holding, parce qu'il y aura une holding qui va coiffer les différentes sociétés de l'audiovisuel, et qui aura, si j'ai bien compris, une fonction de coordination entre les différentes instances, entre la télévision et la radio, une fonction exécutive, mais pas une fonction éditoriale. Donc on aura quelqu'un qui sera tout au sommet de l'édifice et qui aura le poste le plus prestigieux, mais à qui on ne pourra pas demander des comptes sur les programmes qui passent sur telle chaîne ou sur telle radio. Bon, voilà. J'entends une inquiétude. J'entends une inquiétude. Il
Il y a aussi des économies qu'on demande notamment aux boîtes de production. Oui, mais elles sont faites déjà, hein, les économies. Elles sont faites et les coordinations éditoriales, elles sont faites aussi en ce moment entre France Télé et Radio France avec les programmes communs qui se développent notamment en local, en région, sur France Bleu et les locales. Vous avez l'impression de travailler avec moins de moyens qu'il y a quelques années? Beaucoup moins? Moi, je suis plus à Radio France. Non, mais je parle de la télévision, là. À la télévision... moi, je ne suis pas dans les comptes des sociétés de production ou dans les budgets, mais oui, on nous demande de faire attention et je sais que chaque année, il y a des efforts qui sont demandés aux différents programmes. Y compris sur le salaire, j'imagine. Y compris pour C'est à vous, l'émission à laquelle je participe pour France 5. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire réagir, Sylvain Faure. On se souvient des mots d'Emmanuel Macron qui n'étaient pas très amènes avec l'audiovisuel public et qui avait eu des phrases rapportées, certains, sur les programmes. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas au président de la République, dans l'audiovisuel public? Je n'en ai aucune idée. Je veux dire, les propos, comme vous le dites, ont été rapportés. C'était des propos à huis clos. Non. Il avait critiqué France Télévisions. Il avait vertement critiqué. Propos rapportés par d'ailleurs des députés de la République en marche. Je pense sincèrement que les politiques, d'une manière générale, le président de la République en fait partie, ont une vision un peu budgétaire de France Télévisions. Et donc voilà, ça coûte toujours un peu cher. Il y a toujours des économies à faire. Il y a toujours ensuite, quand on rentre dans le détail et ce qui a été fait depuis, on voit que c'est plus compliqué que ça et que, en effet, sortir ensuite une structure optimale, c'est un exercice auquel le même politique, celui qui critique, se heurte aussi quand il s'agit d'entrer dans l'opérationnel. Donc bon, il faut relativiser tout ça. C'était probablement un propos sur le moment. Et pour terminer sur votre actualité, Patrick Cohen, on le disait, Rambobina, c'est une émission quand même un peu nostalgique. Est-ce que vous-même, vous êtes nostalgique de la radio, du 7-9 de France Inter, de ses humoristes, de son atmosphère? Ah non, il ne faut pas avoir de nostalgie. Non, il ne faut pas avoir de nostalgie pour sa carrière, d'autant que ça a été mon choix d'arrêter, de partir et d'essayer autre chose. Donc rien ne vous manque à France Inter? Ça peut manquer, mais enfin, faut pas avoir de regrets. Voilà, c'est un métier où on avance et puis on tente de nouvelles choses. Et les humoristes vous manquent du matin? Les humoristes, mais ils me manquent pas parce que je les écoute régulièrement ou je les rattrape en podcast. On va parler maintenant, Patrick Cohen, de ce livre, Les plumes du pouvoir, chez Plon. Donc vous êtes l'auteur, Mickaël Moreau, Les plumes du pouvoir. Vous levez le voile, en quelque sorte, sur les grands discours politiques, pas seulement présidentiels, hein, d'ailleurs, on va le voir, ceux des présidents, ceux de certains premiers ministres. C'est Ahmed Tazir qui l'a lu pour nous et qui nous a gardé quelques grands discours, quelques grands extraits et quelques anecdotes. Regardez. Vive le Québec libre! Nous restons disponibles pour toutes les chances de la paix. Des discours qui font parfois l'histoire et des plumes qui les écrivent. Les plumes du pouvoir de Mickaël Moreau pénètrent à l'intérieur du processus de fabrication. L'auteur a interrogé plus d'une centaine de personnalités, président de la République, Premier ministre, ministre, président d'Assemblée, collaborateurs et plumes discrètes. 340 pages de confidences, beaucoup d'anecdotes aussi. 1993, l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy se suicide après la déroute des législatives. François Mitterrand lui rend hommage dans un discours qui fera date. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie. Et l'on apprend que ce discours est né dans le train Paris-Nevers avant les obsèques. Furieux contre les journalistes et les papiers contre Bérégovoy, Michel Charasse lâche au président « ce sont des rats ». Non, ce sont des chiens, rétorque Mitterrand. La phrase est forte, elle est reprise dans l'oraison funèbre. Il y a les flèches, il y a les déclarations d'amour aussi. Les adieux de Chirac aux Français en 2007. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. En fait, Jacques Chirac bloque, pudique, il ne veut pas dire « je vous aime ». Les plumes insistent, il y a eu en tout 106 versions du discours. Et à la fin, il laisse la phrase qui marquera les Français. Plus récemment, Emmanuel Macron. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes
et un enchaînement de violences inadmissibles. La crise des Gilets jaunes à la fin de l'année 2018 bouleverse tout, même les discours présidentiels. Fini les phrases longues et les envolées lyriques. Il faut être concis et efficace. Dans la petite histoire des discours, il y a aussi le plagiat. Avec ces trois façades maritimes. La Manche et la mer du Nord qui nous relie au monde ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles le grand large. Même phrase, même mot. Marine Le Pen lit son discours d'entre-deux tours de la présidentielle. Elle ne sait pas que son équipe lui a refilé un discours de François Fillon prononcé 15 jours avant. Effet désastreux pour la candidate. Le responsable, c'est lui, l'ancien eurodéputé Paul-Marie Couteau. Plume multicarte, il assume. Il voulait montrer que les deux droites pouvaient tenir des discours semblables. Plume du pouvoir, un métier difficile. Sylvain Faure, la plume du président Macron, ne sera restée qu'un peu moins d'1 an et demi à l'Élysée avant de quitter le navire. Voilà, on va parler de votre livre, Mickaël Moreau. J'accueille Bertrand Dical de France Info qui va nous faire chanter comme tous les vendredis soirs. Mickaël, vous nous plongez dans l'envers du décor, les recettes de fabrication d'un discours. Pourquoi vous avez voulu, au fond, vous intéresser à la fois à ces plumes, mais à la manière dont ceux qui vont, les orateurs, vont demander des indications, c'est qu'il y a des trames. Est-ce que ça dit des choses de ceux qui prononcent les discours? Oui, au début, ce qui m'intéressait, c'est que moi j'ai travaillé par le passé sur d'autres livres sur la communication. Finalement, on n'est pas si loin de ça aussi, de quels sont les mots qu'on choisit, comment on les prononce, comment on fait des discours, comment on dit un certain nombre de choses. Après, du coup, je me suis plongé sur un peu toute la période de la Ve République, écrire des discours de Gaulle à Macron, et on s'aperçoit... Est-ce qu'on peut dresser un petit état des lieux? Si on en reste aux présidents, alors les présidents qui écrivent eux-mêmes, les présidents les plus tyranniques, ceux qui font réécrire jusqu'au dernier moment, ceux qui vont annoter eux-mêmes un discours écrit par un autre, vous pouvez nous dresser un tableau? Alors, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes très différentes par président. Déjà, alors, il y a une évolution très, très simple, c'est que, par exemple, aujourd'hui, les discours, ça n'a plus rien à voir avec ceux, évidemment, de l'époque de De Gaulle. De Gaulle, il y a très peu de discours. Il y en a officiellement 67 par an, toutes les interventions, ce qui est très peu. Les discours sont plus courts, sont plus généraux. Là où aujourd'hui, les présidents prononcent énormément de discours, avec énormément d'annonces, des discours sur des sujets qui concernent plus, finalement, qui autrefois étaient prononcés par des ministres. Il y a vraiment une inflation du nombre de discours qui veut dire aussi la façon dont la présidentialisation, ça veut dire beaucoup de choses sur comment D'ailleurs, au début, Emmanuel Macron avait un peu voulu revenir à une parole plus rare, qu'on disait verticale, gaulo-mitterrandienne, avant de se faire rattraper par peut-être trop plein de paroles, puis de vouloir revenir en arrière. Voilà. Vous expliquez bien après, ça. Du coup, effectivement, il y a des méthodes différentes par président. Il y a un président sur lequel ça m'a beaucoup amusé de recueillir des réactions, des témoignages de l'époque, c'est Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac, il faisait relire ses discours, mais vraiment au mot près. Tout était préparé, il n'y avait jamais d'improvisation. C'était des séances de relecture au Salon Vert de l'Élysée, le bureau qui vraiment jouxte le bureau du président à l'Élysée, avec souvent le dimanche après-midi, parce qu'il s'ennuyait le dimanche après-midi, donc il convoquait tous ses conseillers autour de la table. Ça durait des heures, les conseillers n'en pouvaient plus, surtout la personne qui avait écrit le discours. Par exemple Christine Albanel, qui n'en pouvait plus que chacun pinaille sur une virgule, notamment par exemple Dominique de Villepin, qui pouvait avoir des grandes envolées, des petites précisions sur des petits... sur finalement Vous avez d'ailleurs eu accès à des archives incroyables de discours annotés par... la main même de certains présidents, vous racontez ça de François Mitterrand, de François Hollande, pour voir un petit peu quelles sont leurs corrections. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, sur François Hollande, c'est encore une autre méthode. Racontez-nous. Puisque lui, toutes les plumes racontent qu'elles ont vécu, mais vraiment un enfer avec lui, puisqu'il faisait refaire sans arrêt. Je pense qu'en fait, le discours sans fin. Je pense finalement il n'aimait pas en fait être dépossédé de ça, mais en même temps on a besoin de personnes pour se faire aider. Et finalement c'est là où il pouvait être le plus sec sur ses discours. Des plumes racontent qu'elles avaient parfois juste le discours revenu avec des annotations, avec marqué par exemple c'est affligeant qui a fait ce discours. C'est un enfer ou pas?
ce boulot-là? Parce que quand vous étiez à l'Élysée et qu'on téléphonait au service de presse, il n'était pas rare qu'on vous dise c'est le sacerdoce. Le discours qu'écrit Sylvain Faure est déjà réécrit au moins des dizaines de fois. C'est le calvaire. C'est le calvaire? Non, enfin moi je dirais pas ça. Je dirais d'abord c'est un poste, et je pense que le livre de Mickaël Moreau le montre extrêmement bien. Je pense que c'est le premier livre qui le montre aussi bien. C'est un poste extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on se dit, la personne qui écrit les discours du président, c'est un conseiller, il est dans son bureau, il gratte, il envoie au président, il récupère, il envoie au président, il récupère. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est une vraie fabrique de la parole. Cette fabrique de la parole, elle est profondément connectée, évidemment, au président, de façon intime. Elle est connectée à tout le reste du cabinet, de façon également intime. Et donc, en fait, c'est un calvaire. Non, c'est-à-dire que c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, quel que soit le président, je crois, parce que c'est évidemment, chaque prise de parole du président est essentielle. Alors racontez-nous comment il fonctionnait concrètement avec Mais vous, Emmanuel Macron. En réalité, moi, je trouve que tout dépend à la base du rapport que le président de la République entretient avec son langage à lui. Alors, pardonnez-moi de vous interrompre, mais dans le livre de Mickaël Moreau, et vous réagirez, il y a cette petite phrase de François Hollande qui explique qu'au fond, il trouve qu'il est bien meilleur à l'oral qu'à l'écrit, qu'il n'y a pas forcément un sens de la formule, et il parle de certains discours qu'Emmanuel Macron lui faisait parvenir à l'Élysée lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée. Est-il un homme d'oralité plus que d'écrit, le président de la République ? D'abord, aucun président de la République n'a le temps d'écrire ses discours. Ça, c'est la donnée de base. Ensuite, tous les présidents de la République prononcent le discours qu'ils ont envie de prononcer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun président de la République qui prend la copie et qui dit « tiens, qu'est-ce qu'on raconte ?» et qui y va. Donc, c'est un rapport quand même d'auteur qu'a le président de la République avec son discours. C'est pas un truc où il passe une commande et puis il prend la commande. Donc, de toute façon, il y a une intervention très forte. Ensuite, je pense que le vrai sujet, c'est... Qu'est-ce qui se passe entre la commande et le moment où il prononce le discours? Ça, chaque président l'a dit à sa méthode. En ce qui concerne Emmanuel Macron, et là, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit François Hollande. Un coup de griffe d'un ancien président à l'actuel, c'est ça? En réalité, moi, je peux vous le dire, parce que j'ai travaillé avec lui. Donc, quand vous produisez un discours et que vous le soumettez à la relecture du président de la République, il y a une chose dont vous êtes assez conscient, c'est la première version n'est jamais la bonne. D'accord? Ça, c'est certain. On sait très bien que la première version n'est jamais la bonne. Mais surtout, on a cette espèce de petite mauvaise conscience. On se dit, tiens, dans tel passage, j'ai pas été très bon. Là, la phrase, elle n'est pas complètement d'équerre. On le sait, mais on passe quand même le truc. Mais qu'est-ce que vous donnez au président? C'est une trame ou c'est déjà un discours très abouti, complètement écrit? Mon expérience de travail avec le président Emmanuel Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un truc où moi-même, dans mon fort intérieur, je me disais, tiens, c'est peut-être pas idéal, il le repérait. À chaque fois qu'il y avait une phrase qui était un peu bancale, à chaque fois qu'il y avait un paragraphe un peu trop gras, à chaque fois qu'il y avait une idée qui n'était pas amenée de manière optimale, et je le savais, je le sentais, je me disais, bon, voilà. Il improvise aussi. Il le saisissait. Quel est le discours dont vous êtes le plus fier? On parle beaucoup de l'hommage au colonel Beltrame, on parle aussi du discours des Bernardins, sur les relations entre l'Église catholique et l'État, ou encore de l'hommage à Jean d'Ormesson. Il y a quelques discours, vous savez, parfois on est très fier d'un discours et puis il ne produit aucun effet. En fait, on est fier d'un discours quand on se dit qu'il a été écouté. C'est-à-dire qu'il a passé la rampe. Et au fond, les discours que vous mentionnez, c'est pas forcément les meilleurs discours, j'en sais rien, en fait, je suis pas juge. Qu'est-ce qu'un discours réussi, alors? Mais c'est un discours qui reste. Ouais. Un discours qui est réussi, le président de la République s'exprime toujours dans un contexte, dans un moment particulier. Le discours réussi, c'est quand la parole du président rencontre le moment. Et je pense qu'en effet, dans les cas que vous citez, il y a une vague attente dans le public, dans l'opinion, dans la presse, et les gens se disent, tiens, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur ce sujet? Et quand on sent que pouf, on est dans le mille, quoi, qu'on a mis la petite bille au milieu du labyrinthe, on se dit, là, c'est un discours réussi, même si par ailleurs, il y a peut-être des discours tout aussi réussis, mais qui ont juste pour démérite de n'avoir pas retenu l'attention. Parce que, voilà. Regardons la rencontre, et je vous donne la parole juste après, entre un discours, un homme et un moment. Nous sommes en décembre 2017, place de la Madeleine, devant l'église. Regardez. Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part. Il serait sur une moto. Il avancerait vers vous. Il entamerait la première chanson et vous commenceriez à chanter avec lui. Mickaël Moreau, c'est évidemment l'hommage à Johnny Hallyday. Figure rhétorique, la prosopopée, j'ai découvert ce terme, par laquelle on fait parler le défunt pour le faire revivre d'une certaine façon. Ça, c'est du Macron? C'est du Sylvain Faure? C'est du Macron.
Et un exercice totalement inédit pour un président de la République. C'est la première fois qu'il y avait un discours finalement comme ça lors d'un hommage national devant une église le jour de la journée nationale de la laïcité, c'était le 9 décembre, avec un exercice d'ailleurs dont beaucoup disent qu'il ne pourrait plus se faire peut-être aujourd'hui après la crise des Gilets jaunes, après Emmanuel Macron finalement a changé sa façon de faire des discours moins solennels, c'est chercher un petit peu sur comment prendre la parole, des discours ayant peut-être le sentiment que le discours lui donnait une image de lui un peu trop verticale. Donc ça, c'est vraiment les discours des premiers mois du quinquennat. Et beaucoup disent qu'ils ne pourraient plus le refaire aujourd'hui. Un exercice très inédit. Alors on nous dit, et c'est Sylvain Faure qui le confirme, c'est que là, c'est du Macron 100%, écrit toute la nuit, vous n'avez rien... Si, non, on a évidemment fait ça ensemble, mais là, tout le début, c'est quasiment de la dernière minute, ça vient de lui, en se disant, la situation est inédite. Au fond, à la base, il doit parler dans l'église, mais évidemment, c'est pas commode, et en plus, c'est la journée de la laïcité, c'est le 9 décembre, et vous voyez, il se retrouve sur le parvis, mais avec la famille à quelques mètres, et au fond, un public juste un peu plus loin. Donc, dans un contexte de proximité, qui n'était pas non plus très anticipé, donc, dès le début, il faut trouver des mots qui accrochent, qui captent l'attention du public. Le public, au début, je vous rappelle, siffle le président, c'est pour ça. C'est aussi déjà un public pas acquis, et le public est, j'ose pas dire retourné, mais enfin, en tout cas, recapté et écoute ce que dit le président à ce moment-là. Pour conclure, Patrick Cohen, quelles sont pour vous les grandes plumes présidentielles, vous les connaissez, qui au service de quel grand discours présidentiel qui Alors moi j'ai envie de parler plutôt des petits discours, parce que je suis très admiratif devant le travail de ces plumes qui doivent fournir une masse considérable de discours, parce qu'on retient les grands discours, mais il y a tous les petits. Ça, c'est vrai. Et alors ça, moi j'en ai entendu des centaines des discours dans ma vie de reporter politique, et j'allais dire malheureusement, mais c'est vrai que le président que j'ai le plus suivi, c'est Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, dans son deuxième mandat, il avait une façon absolument mécanique de débiter des discours dont il n'était pas l'auteur, qui étaient bons. Et je me souviens notamment, je vous jure que je l'ai entendu avec mes oreilles, d'une remise de décoration à Jean-François Imbert, qui était un ancien président de la région Franche-Comté, sénateur du Doubs. Et à 2 ou 3 reprises dans son discours, c'était à l'Élysée, devant un petit cercle de... Jacques Chirac, qui lisait toutes les lettres qui étaient imprimées en gros caractères sur sa feuille, etc., a dit... Jean-François Imbert, né à Besançon, dans le Doubs, le département du Doubs, qui a vu naître... Et là, on a le paroxysme du discours plaqué du président qui lit toutes les lettres et toutes les phrases de sa plume. Et donc, ce qui change beaucoup, évidemment, c'est le rapport à l'improvisation aussi, c'est l'oralité du discours, parce que chaque président, on a eu des derniers présidents, aussi bien François Hollande, Emmanuel Macron aujourd'hui, et Nicolas Sarkozy, qui étaient capables de sortir de leur texte. Merci, on aurait pu continuer encore longtemps. C'est passionnant de vous écouter, parce qu'il faut maintenant laisser la place à Bertrand Dical. Je rappelle le titre de votre livre, Mickaël Moreau, c'est absolument savoureux. Ruez-vous sur les plumes du pouvoir chez Plon. Bertrand, on termine en chanson. Alors, vous nous parlez... ce soir, d'une femme derrière. Oui, parce que vous avez vu cette soirée des Césars qui a eu tant de conséquences polémiques. On a peut-être un peu oublié ce qu'a dit dans son discours d'ouverture la présidente de la soirée, Sandrine Kiberlin. Elle disait qu'on a tous une vieille habitude qui nous a été enseignée à l'école, en famille, par les vieux livres, qui est que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Derrière. Et derrière les hommes, on en a depuis quelques jours la démonstration avec le procès des époux Fillon. Pénélope Fillon était tellement derrière son mari que la justice voudrait savoir pourquoi, pendant des dizaines d'années, elle a touché un salaire sans que soit évidente la réalité de son travail. Alors, ce procès... c'est évidemment un procès de pratiques politiques et morales douteuses. C'est aussi le procès d'un autre temps. Et c'est vrai que si on cherche dans la chanson des dernières années la parole de Pénélope Fillon, enfin, de ces femmes qui sont derrière leurs hommes, cette parole, on n'arrive pas à les trouver ailleurs que dans des 78 tours qui font critch, critch, critch. Dans la chanson contemporaine, quand on essaie de savoir ce qui se passe dans le partage des rôles dans un couple, c'est plutôt ça. Tu voudrais faire de moi une épouse modèle, en accord parfait avec Titi Théo.
une poupée dont tu tires les ficelles, dont tu pourrais disposer à volonté. Tu voudrais faire de moi une femme servile. Désolé pour toi, mais je n'ai pas de... Pauline Croze. Et oui, c'est Pauline Croze, la femme fossile de Pauline Croze. C'est une chanson de votre adolescence, je suppose. C'est une chanson de 2005. Oui, vous étiez presque gentil, enfant. Mais il y a des voix quand même qui rendent hommage à ces épouses discrètes et dociles. Écoutez Gérard Delahaye. C'est pour les femmes la dernière, femmes laides, femmes jolies, qui font sans hâte et sans colère un seul voyage dans leur vie. Alors ça se passe où cette chanson? Alors, ça se passe en Bretagne. C'est un mariage de l'ancien temps, cette jolie expression, un seul voyage dans leur vie. Le mariage avec l'homme devant, la femme derrière, c'est ça. Le mariage dans lequel c'est François qui s'occupe de tout. Bah, c'est un peu cette chanson. Mais Gérard Delahaye ne parlait évidemment pas de l'épouse d'un élu de la République. Écoutez. À Guernévez, dans la montagne, à 20 ans, j'ai pris un époux. Il m'a emmené par la taille avec l'armoire et de bijoux. Alors ça ne se passe pas dans un château de notables de l'ouest de la France, ça se passe dans une petite ferme au nord de la Bretagne. C'est Lucie la paysanne. Si on veut chercher comme ça l'épouse docile, le grillon du foyer qui n'a pas d'accroc à sa robe de mariée, comme disait Brassens dans une chanson qui s'appelle Pénélope d'ailleurs, ça nous rappelle que l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu pour les femmes, ce n'est pas seulement sortir de l'ombre de derrière, c'est fait pour la plupart d'entre elles. J'espère bien, oui. C'est de justement obtenir l'égalité devant. Pas de réussir à démontrer qu'on est bien derrière son mari, mais plutôt le combat de l'égalité, de la parité. On y revient. D'ailleurs, dimanche 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Merci les Femoustis, un groupe toulousain et brésilien, nous rappellent... Les Femoustis nous rappellent, les femmes de Toulouse, Femoustis, nous rappellent quel est l'enjeu de cette journée du 8 mars. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Merci Bertrand. Merci. Les Femoustis, je ne les connaissais pas. Les Femoustis, on est très en retard. Merci à tous d'être venus sur le plateau d'LCP. Merci Patrick Cohen. Merci à vous. Et bonne semaine. C'est le week-end. Profitez bien. À la semaine prochaine.